Je vous propose qu'on commence, maintenant que tout le monde est là. Merci à tous pour votre participation à ce jeu des TI, alors, qui va porter sur l'altise. Donc l'altise est un ravageur du colza et le maîtriser, c'est un enjeu important pour nos productions. Alors vous le savez aussi certainement, le test Berlez est la méthode de référence pour mesurer la quantité de larves par plante de ce ravageur, mais il peut s'avérer fastidieux. Pour le rendre plus facile à réaliser, Terrinovia a travaillé sur de nouveaux outils de reconnaissance d'images par intelligence artificielle. Alors comment? Jean-Eudes Holbeck, ingénieur sur les nouvelles technologies en agriculture chez Terrinovia, va tout nous dévoiler. Alors, avant de lui laisser la parole, les traditionnelles informations d'usage, ce webinaire est enregistré. Vous pouvez donc le retrouver sur notre chaîne YouTube quand vous voulez en replay. Et pendant la présentation, vous pouvez poser toutes vos questions sur le chat en live. Nous serons ensuite ravis d'y répondre. Jean-Eudes, c'est à vous. Je vous laisse la parole. Merci Stéphanie pour l'introduction et bonjour à tous. Le sujet d'aujourd'hui, il vous a été introduit, c'est comment on a développé un test pour faciliter le comptage des larves d'altise dans le cas d'un test Berlez, et donc comme objectif de lutter contre les ravageurs du colza. La plupart d'entre vous le savent peut-être, mais le test Berlez, il sert à observer les larves d'altise qui se logent dans la tige du colza. C'est des infestations qui arrivent à l'automne, les insectes mangent les feuilles, puis ils pondent dans les colzas. Et donc cette larve cause des dégâts. Et pour les compter, la méthode classique Berlez consiste à prélever des feuilles de colza, les tiges de colza, les laisser sécher au-dessus d'une bassine qui contient de l'eau, une solution liquide, et ensuite de compter les larves qui sont présentes dans la bassine. C'est une opération qui, si vous êtes agriculteur, va peut-être être fastidieux, mais si vous êtes expérimentateur, va représenter une grosse contrainte parce qu'il peut être répété de nombreuses fois. L'altise, elle est différenciée d'autres larves d'insectes par ses petites pattes ainsi que sa tête noire. Et ce sont des caractères qui permettent de la différencier d'autres insectes. Donc pour faire ça, par exemple, à Terrinovia, ne serait-ce que chez nous, en fait, les conditions de mesure sont assez variables selon les stations, selon les opérateurs, et les quantités de larves observées sont aussi variables. On peut observer par exemple jusqu'à 45 000 larves sur un essai, donc plusieurs variétés, plusieurs modalités. Et donc sur une bassine, il peut y en avoir plusieurs centaines. C'est une opération difficile à réaliser, propice à l'erreur et qui consomme beaucoup de temps. Donc pour ça, on a mis en place une application, un outil qui permet de compter par reconnaissance d'image les larves pour gagner en efficacité, mais aussi en confort de travail et en reproductibilité de la mesure. Je vais vous présenter comment on l'a construit de façon assez succincte et ensuite de comment l'utiliser, comment vous pouvez l'utiliser. Donc, tout d'abord, c'est un projet de reconnaissance d'images, donc c'est des méthodes d'intelligence artificielle qui nécessitent beaucoup d'images d'entraînement pour apprendre au modèle à reconnaître les larves et notamment de faire la distinction entre ces larves d'altise et d'autres insectes ou d'autres objets. Donc pour ça, on a constitué un jeu de données tout d'abord en conditions laboratoires, c'est-à-dire que les photos étaient relativement propres, rien d'autre que l'altise, et on connaissait très bien les quantités de larves sur la bassine. Ce qui nous a permis de faire une première version de cet algorithme qui a ensuite été mise à l'épreuve sur le terrain dès la fin d'année, puis sur les années suivantes. On est déjà à 3e, 4e année d'observation qui nous constitue un jeu de données. On a environ 400-500 photos. Ces photos, il faut les annoter, c'est-à-dire demander à quelqu'un d'identifier sur la photo où se trouve la larve, donc de faire la distinction avec les autres. Donc ça, c'est un travail qui a été réalisé au cours de plusieurs stages, mais aussi par des collègues à l'expérimentation et par moi-même. Et ensuite, on utilise différentes méthodes algorithmiques de programmation. Et ici, en particulier, le modèle YOLO V8, qui est un standard dans le secteur de la reconnaissance d'image. Donc tout de suite, je vais vous présenter un petit peu les résultats qui apparaissent. Quelle performance a ce modèle qu'on a entraîné? Donc tout d'abord, on pourrait dire que l'erreur est plutôt faible. On a une performance moyenne une erreur moyenne de 12%, donc une performance moyenne de 88%. Une très très bonne corrélation, supérieure à 97 jusqu'à 99. Et on considère une erreur moyenne jusqu'à 20 larves, en moyenne 20 larves. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que cette erreur, elle est répartie de manière assez homogène selon la quantité des larves, c'est-à-dire que les bassines qui contiennent jusqu'à 500 ou 600, voire plus encore, n'ont pas une erreur beaucoup plus importante que les autres.
ce qui fait dire que le modèle est plutôt stable. Et il a la capacité à gérer des cas pourtant très difficiles pour l'humain, où les larves forment des tas. Donc il y a une excellente corrélation, ce qui fait que les données vont être rangées dans le même ordre que si on avait fait le test autrement. Juste un petit point d'attention quand même, c'est si la bassine est très peu remplie, donc on va parler de 50 ou moins, ou 100 ou moins, alors cette erreur moyenne de 20 larves, elle peut devenir problématique. Notamment, c'est sur ces seuils-là que sur ces valeurs-là que les seuils d'intervention peuvent être observés. Donc une attention particulière si vous l'utilisez à ces seuils-là. Vérifiez à ce que les photos prises soient de bonne qualité pour que le modèle soit en fait réaliste. Parce que toutes ces conditions-là, elles sont vraies si les photos sont bien prises, si les photos sont bonnes et si les photos ressemblent à ce qui a été proposé au modèle comme entraînement. Donc, ce modèle, on l'a constitué sur une sorte de boucle d'amélioration successive où en fait, il nous sert à pré-annoter les images qu'on puisse ensuite corriger et faire plusieurs boucles d'amélioration comme ça jusqu'à obtenir le modèle qui nous satisfasse le mieux et à partir duquel on puisse avoir confiance. Et donc, notamment, on s'est basé sur des retours de gens qui ont testé ce modèle, que ce soit chez nous ou chez d'autres partenaires. Je vous présente ici quelques retours. Donc ici, c'est un premier exemple d'un utilisateur qui a testé cette berlaise, mais en prenant des photos sur des boîtes de pétri. Donc c'est plutôt une photo de haute résolution, qui est en fait largement meilleure à ce que nous, on avait fait. Et donc, curieusement, en fait, le modèle ne reconnaît pas bien les larves parce qu'elles sont trop grandes pour lui. Il a appris à reconnaître des larves plus petites que ça. Donc, si je vous montre ça, c'est pour dire que, en fait, il faut s'adapter au protocole de prise de photo et ne pas chercher à prendre la meilleure photo possible, mais celle qui convient au modèle. Dans un deuxième cas de test, ici, par exemple, l'erreur moyenne était de 57%, ce qui est très mauvais et très, très loin de ce qu'on peut observer. Ici, c'est un deuxième cas où les photos, par contre, sont très bonnes, la lumière et l'éclairage sont bons. Les photos ne sont pourtant pas cadrées, on voit que la plupart des photos, c'est en fait de la grille. Et pourtant, on a une erreur moyenne de 13%, donc qui est tout à fait satisfaisant au vu des performances du modèle, on est en plein dedans. Et sur la photo en particulier que je vous montre, on a un comptage qui est vraiment très satisfaisant. Il se trouve qu'ici, il y a eu quelques manipulations de fait pour éviter que les larves soient trop en tas. Donc j'ai demandé à cet utilisateur de reprendre d'autres photos, mais en ayant un peu moins de manipulation. Donc ça donne ceci. Les photos sont prises de plus près, donc elles sont cadrées, mais donc prises de plus près aussi. Il n'y a pas eu de manipulation et elles sont légèrement floues, comme vous pouvez le voir. Pourtant, on a toujours 14% d'erreur. Et ça, c'est si on regarde le tableau de données, vous allez dire 14%, c'est satisfaisant. On se trouve aussi dans la zone attendue du modèle. Sauf que si on regarde vraiment sur la photo, on se rend compte qu'en fait, les annotations peuvent être un petit peu décevantes. On se rend compte qu'il oublie de manière assez flagrante certaines larves, il doit annoter d'autres en erreur. Donc si je vous montre ça, c'est que si vous voulez faire un test et utiliser cette application dans votre cas, il ne faut pas uniquement regarder le tableau de données et la performance numérique, mais aussi une évaluation qualitative pour savoir si les résultats sont attendus. C'est ce à quoi on peut s'attendre. Et donc, comment s'en servir? Je vous ferai une démonstration peut-être tout à l'heure, et vous pourrez l'utiliser par ce lien qui est accessible à tout le monde. C'est une application gratuite qui est hébergée par Terranovia sur des serveurs Azure en Europe. Donc, je vous fais un petit détour par le protocole de prise de photo, parce que je vous ai dit à plusieurs reprises que c'était très important de prendre des photos qui étaient conformes à ce qu'on a entraîné. Donc pour ça, il faut cadrer la photo sur la bassine, éviter les objets autres à côté, des feuilles d'un papier, enfin de n'importe quoi, d'une table ou ses propres pieds. Ne pas être trop loin ni trop près de la bassine. Pour un repère, par exemple, on était entre 30 et 40 cm de distance pour un téléphone classique. Donc, ça représente soit une règle, un double mètre, soit à peu près à la hauteur du coude. Pour la luminosité, c'est un des points assez critiques, surtout si on est éclairé par des néons, des choses qui vont faire des reflets, vu que la surface liquide va refléter la lumière. Pour contourner ces difficultés, le flash s'est avéré assez intéressant, parce que le téléphone contrôle beaucoup mieux sa lumière comme ça. Et ensuite, sur comment intégrer ça dans les pratiques expérimentales et de manipulation des échantillons de colza. Comme on a pu voir avant, l'algorithme se débrouille très bien, même dans les conditions d'une bassine très remplie avec de très grands nombres de larves. Et donc, la nécessité qui était peut-être du protocole d'observation humaine d'avoir des relevés réguliers
tous les 2 jours par exemple, pour éviter d'avoir des bassines trop dures à compter, bah, cette contrainte, elle peut être levée. Et donc par exemple, moi je propose, vous pouvez tester ça. Donc vous déposez vos échantillons sur les bassines, vous les laissez sécher, vous faites un premier relevé, disons 2 jours après, donc qui permet aussi du coup de nettoyer l'eau, de remplacer les grains de sable, de terre ou de feuilles qui sont là, en fait, qui pourraient gêner un petit peu la visibilité dans la bassine. Et ensuite, on peut se permettre d'attendre beaucoup plus longtemps jusqu'au deuxième relevé. J'ai mis 7, mais ça pourrait être 5, enfin, quoi, ce qui vous convient le mieux. Parce que dans ce cas-là, la photo sera beaucoup plus claire, il y aura moins de débris dans la bassine, et donc l'algorithme sera en capacité de gérer. Et il ne sera pas gêné par les grandes concentrations de l'art. Donc je vous donne quelques exemples d'interface aussi pour comment utiliser l'application. On a prévu 2 usages principaux. Un traitement une image par une image, donc qui permet en fait de faire pour moi un démonstrateur d'efficacité, vérifier la précision, et donc est-ce que notre protocole de prise de photo est bien, faire de la communication auprès je ne sais pas si vous avez suivi un réseau d'agriculteurs par exemple. Mais c'est un traitement un petit peu plus lent, donc c'est pour ça qu'on a aussi prévu un deuxième traitement. Une fois que vous avez fait votre vérification, votre appropriation de l'outil, vous pouvez lancer un usage un petit peu plus en routine. Donc là, c'est dans le cas où vous avez plusieurs dizaines de photos à traiter, plusieurs centaines de photos à traiter. Donc on peut en envoyer plusieurs d'un coup à l'algorithme, il va les traiter et renvoyer les résultats sous forme de liste. Donc par exemple, vous voyez que les photos sont nommées, c'est 4-200, c'est 4-200, mais deuxième version, etc. Et donc là, par exemple, pour éviter d'avoir à attendre trop longtemps devant l'application qu'elle fasse le calcul, donc je vous suggère, enfin ça à ajuster selon votre usage, mais par exemple de prendre 10 photos sur 5 bassines, donc prendre un doublon par bassine. Envoyer les 10 photos, le calcul se fait. Pendant que le calcul se fait, on peut continuer à manipuler ces échantillons, remplacer l'eau, manipuler les bassines, préparer les suivantes, etc. Et donc, quand le calcul se fait pendant qu'on est en train de faire autre chose. C'est une manière de masquer le temps de calcul. Et à la fin, on récupère ces résultats. On peut faire la moyenne des 2 photos par bassine, ce qui permettrait de détecter des cas où on aurait mal pris la photo, elle était floue, je ne sais pas. Si on se rend compte que la valeur entre les 2 photos est beaucoup trop écartée, alors on peut revenir vers la photo de base et voir laquelle est la plus vraisemblable. Donc dans l'idéal, ça arrive très rarement parce que l'algorithme est précis, mais je le préciserai à nouveau, mais là on est encore en phase d'amélioration, ce sera une amélioration quand même en continu. On décide de l'ouvrir parce qu'il est quand même utilisable dans certaines conditions, mais c'est à vous de trouver ces bonnes conditions. Et donc pour finir, ce travail-là, c'est moi qui le présente, mais je ne suis pas le seul à l'avoir réalisé. Il y a plusieurs remerciements, notamment les collègues Céline Robert et Caroline Chaine qui ont initié ce travail dans le cadre du plan de sortie du FOSMET. Et donc aussi de nombreux partenaires du projet Resalt qui ont contribué à envoyer des photos, notamment pour qu'on puisse tester cet algorithme, cette application. Ainsi que plusieurs stagiaires qui ont réalisé une bonne partie du travail, qui sont Afonso et Jean-Florent, et de la communauté Phénome et l'ANR, notamment le projet AgroEcofen, qui a, on va dire, complété et permis un peu plus une mise à l'échelle de cette application. Donc, ça c'était pour la présentation. Si vous voulez, je peux faire une petite démonstration de l'application. Donc, vous avez vu le lien, vous pouvez l'utiliser. Donc, elle se situe de la façon suivante. Il y a une petite page de tutoriel avec les quelques caractéristiques importantes à prendre dans la prise de photo, donc notamment la résolution, les débris, le fait que les larves soient en grappe, et la précision, le flou de la photo. Donc c'est très recommandé lors de la première utilisation d'aller lire ça. Et ensuite, les 2 usages, si je prends surtout l'usage à une seule photo pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, vous allez charger les photos que vous avez déjà prises et les envoyer dans l'application. On a prévu plusieurs champs, notamment ici le nombre de larves, de plantes qui a été utilisé pour faire le prélèvement, qui permettrait ensuite de calculer le nombre de larves par plante. Donc vous voyez que vous chargez l'application, il calcule. Donc le temps de calcul peut être un petit peu variable selon le réseau internet auquel vous avez accès. Les photos peuvent être très lourdes. On va dire qu'on se situe en moyenne autour d'une trentaine de secondes, ce qui est très certainement optimisable. On pourra avancer là-dessus. Et donc là, il calcule. Et une fois qu'il aura fini le calcul, il va entourer les larves d'altis d'une petite boîte violette.
Effet démonstration en pleine, pleine mission. Ok. Bon, je pense que ma connexion Internet doit être un petit peu faible. Ça moulinait. Ça mouline beaucoup. Bon, j'aurais dû m'en douter. Bon, l'idée, c'est que ça vous rende une Oui. photo comme ici, avec, vous voyez, les petits carrés violets sur les larves, qui permettent de voir si l'application a bien fait son travail, si on peut avoir confiance en elle ou pas. D'accord, oui, mais en tout cas, maintenant, on sait comment ça marche, quel est le protocole et on voit que c'est très simple à utiliser. Merci beaucoup, Jean-Eudes. Est-ce qu'il y a des questions? Là, pour l'instant, je n'en vois pas sur le chat. N'hésitez pas, il est encore temps de poser des questions, sur le test Berlez, sur cette amélioration, sur le protocole, sur la prise de photos. N'hésitez pas. En attendant, moi, j'ai quelques questions aussi à vous poser. Alors, comment sont gérées, en fait, les données personnelles, mes données professionnelles dans cette application? Plutôt professionnelles que personnelles, d'ailleurs. Donc, lors de la première visite de l'application, on a prévu un petit texte quand même qui vous avait expliqué déjà, c'est des photos que vous avez prises vous-même ou sur lesquelles vous avez le droit de les traiter, si vous traitez des photos pour d'autres agriculteurs. Donc, pour l'instant, nous, on ne fait pas de sauvegarde des photos que vous utilisez, ni des données que vous utilisez. Ça, c'est important à dire. Oui. C'est la première position qu'on a prise. Dans l'avenir, j'aimerais bien pouvoir quand même valoriser ces photos-là, mais évidemment, c'est avec votre accord, quoi, pour pouvoir ensuite faire des observations plus poussées et notamment agrégées. Mais actuellement, aucune des photos n'est sauvegardée. D'accord, très bien, merci. Et alors, est-ce qu'il y a des évolutions qui sont envisagées sur cet outil amélioré grâce à l'IA? Oui. Donc, les principales évolutions envisagées, c'est sur la détection des stades des larves. Parce que cette larve, elle grandit, elle passe du stade L1, puis au stade L2 et enfin L3. Et ça, c'est une information qui est importante, mais un petit peu plus difficile d'accès, parce qu'elle nécessite d'avoir des photos de bonne résolution, et notamment des photos sur lesquelles on a un repère de dimension de la photo, parce que c'est un nombre de pixels qui va correspondre à un nombre de centimètres et de millimètres dans la vraie vie. Et donc ça, c'est le prochain axe d'amélioration, c'est être capable, avec un protocole légèrement plus compliqué de prise de photo, avec un repère de taille connue dans la bassine, mais de déterminer le stade larvaire, ou en tout cas une proportion des larves dans la bassine qui sont de stade L1, L2 et L3. D'accord. C'était justement une question d'un des participants. Donc sa première question, c'est: est-ce qu'il fait bien la différence entre les larves? Alors, oui, mais quand même, Oui. ça reste l'un des critères où il peut pêcher le plus facilement, parce que actuellement, j'ai pas eu non plus tant de photos que ça, et c'est des photos sur lesquelles il y avait très majoritairement des larves d'altise, assez rarement des larves de mouches ou d'autres insectes. Mmh. Et dans ces conditions-là, il peut se tromper. Et donc là, par exemple, je fais un appel justement aux volontaires qui pourraient m'aider à améliorer ça. Si vous avez des photos dans lesquelles il y a notamment un mélange de l'altise avec d'autres insectes, je suis assez intéressé de les Ouais, pour intégrer tester. dans l'amélioration de ce modèle. Ouais, tout à fait, pour tester un peu et donc la deuxième question de ces participants, mais, vous y avez répondu, pourra-t-il détecter le stade des larves? Donc oui, enfin au cours d'une évolution prochaine en tout cas. Je précise, avec un protocole de prise de photo légèrement plus contraignant. Pour l'instant, on est Mmh. parti sur un petit peu une application à deux vitesses, un usage simple mais rapide, et un usage plus compliqué, mais on va dire plus destiné à cette classification du stade level. Très bien. J'ai une autre question. Est-ce que, est-ce qu'on peut s'en servir en fait, pour déclencher un traitement insecticide par exemple? C'est une très bonne question. Actuellement, cette méthode-là, elle n'est pas reconnue en tant que méthode officielle, donc je ne peux pas vous dire de le faire. Et elle ne permet pas de remplacer la méthode Berlez comptage à l'œil. C'est une des autres pistes d'amélioration majeures de cette application, c'est de faire de la démonstration de cette précision auprès des autorités, des commissions compétentes qui pourraient reconnaître cette méthode comme officielle. Bien sûr. C'est un outil qui est vraiment en cours d'évolution et là, on présente, voilà, la première évolution majeure, c'est ça, hein, qui Oui. permet quand même de gagner un temps précieux, par rapport au comptage traditionnel. Puis, un objectif de Stéphanie, c'était de montrer qu'on avance sur les méthodes nouvelles Ouais. d'intelligence artificielle. C'est un travail qui n'est pas complètement fini.
Ouais, tout à fait, c'est parfait. Alors j'ai une question d'un participant. Alors je n'ai pas bien compris, si le nombre de larves est inférieur à 100, est-ce que le risque d'erreur est très important? Alors, oui, parce qu'en fait, il va y avoir, surtout si la bassine est particulièrement sale, parce qu'il y a du grain de terre, des feuilles ou d'autres, euh, le modèle, il y a deux types d'erreurs. Il va soit compter des larves, enfin, considérer que des objets sont des larves, alors que c'est faux, Ouais. soit oublier des larves dans la photo. Et il va un petit peu avoir ces deux erreurs qui vont se compenser sur les images. Et dans le cas où il y a très peu de larves, enfin, ou juste peu, euh, bah, le risque de compter des larves en trop risque de surpasser l'erreur d'en oublier. Ou dans l'autre sens. En fait, ces deux erreurs vont risquer de ne plus être équilibrées quand il y en a peu de larves. Très bien. Parfait et du coup, on peut vraiment contribuer à améliorer cette app, en partageant nos images, non? Oui, c'est ça. Si vous voulez contribuer, j'ai deux requêtes. En fait, c'est obtenir des photos et, si vous avez le temps et l'occasion, faire des comptages comme vous auriez fait d'habitude, à l'œil, et en fait, qui me permettrait de justifier de la précision de cette application sur un grand nombre de données. Et donc, ça m'aiderait à voir dans quelle situation elle marche bien, quel protocole pousser en avant D'accord, pour la prise de photo. d'accord. Par quel canal on peut vous envoyer toutes ces photos? Alors actuellement, je n'ai pas de solution très pratique, ce serait des retours par mail ou des envois de fichiers. Je fais les photos, mais D'accord. vraiment, ça peut être un petit peu lourd, donc des envois de fichiers comme ça. Mais on va commencer par une prise de contact et on va voir quelle est la façon la plus appropriée de partager des données. Parfait. Donc, vous êtes preneur de nouvelles photos. Alors, Et en termes de calendrier, je pense améliorer, faire un nouvel entraînement du modèle, mais plutôt dans l'été, une fois que les données seront acquises d'accord. et à noter. Parfait. Bah, écoutez, merci, merci beaucoup, merci à tous. Merci beaucoup Jean-Eudes. On espère que ce webinaire vous a vraiment intéressé et moi je vous donne rendez-vous le 13 février pour parler cette fois de dégâts d'oiseaux en grande culture avec la restitution des résultats du projet Lido. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver ce webinaire sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à le liker, à le partager sur vos réseaux et je vous souhaite à tous une très bonne après-midi. À très bientôt.